Qu'est-ce que vous avez identifié comme menace? On a un copain comme menace. On a un copain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Introduction au siècle des menaces. Au cirque. Au siècle des menaces. Ouais. C'est notre ami Jacques Blamont, fondateur du programme spatial français. Je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce que vous identifiez comme menace à court, moyen et long terme? Ouais, alors, à court terme, c'est le dérèglement climatique et la chute de l'équilibre de l'écosystème. Parce que de là vont partir... Tout le reste est à peu près... On a des outils pour le contrôler, espérer. Le système financier qui se vautre... Attends, non, mais je commence d'abord. Après, la hiérarchie, vous débrouillerez. Mais commençons par dire ça. Pourquoi? Parce que la vraie menace, c'est quand il n'y a plus d'instruments pour faire face à la menace. Si l'écosystème s'effondre, la forme que ça va prendre, d'abord, ça ne sera pas graduel, ça sera par palier. Et ça provoque immédiatement des conséquences géopolitiques que personne ne contrôle. Exemple, une forme de réchauffement climatique qui provoque une famine à un endroit, des millions de gens se déplacent. Ils passent la frontière. Alors il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien qui tient, le pays voisin s'écroule, puis le pays voisin s'écroule, etc. C'est pour ça que les Américains ont fait un mur. En anticipant j'espère ça. que c'est pas pour ça, parce que comme idée stupide, il n'y a pas au-dessus. Hein. Un mur pour empêcher les Mexicains de passer. Mais n'importe quel mur est une connerie. Je vais vous dire, je raconte souvent ça parce que Defer, il disait ça, Gaston Defer, hein, l'ancien maire de Marseille. Il disait, nous, pendant la guerre, on avait de ce côté-là la Wehrmacht, la Gestapo et la milice. De l'autre côté, on avait la Guardia civile et les phalangistes. Hein, et on passait quand même. Alors, qu'est-ce qu'il croit? Qu'il va empêcher les gens de passer? À l'époque, il n'y avait pas de technologie. Hein. Ah, vous croyez que la technologie va empêcher quelqu'un de passer? Si la technologie était capable d'empêcher des choses de cette nature, il n'y aurait plus de cafards dans votre maison, et ainsi de suite. Non, je veux d'abord, l'ère des menaces, je dis d'abord ça. Tiens, ça, c'est la forme la plus durable, c'est-à-dire ce qui peut provoquer un effondrement irréversible. Nous avons eu des prémices de situations d'effondrement de l'État, pour des raisons différentes, mais on a déjà vu ça. Libéria, Sierra Leone. On a vu pendant une décennie, 2 décennies, ce qu'on appelait les zones grises, c'est-à-dire on ne sait plus ce qui se passe dedans, ni qui commande. Hein. Donc, ça c'est la menace, parce que ni vous ni moi, on est capable de dire de quelle façon ça se déclenche. Mais on est sûr que ça va avoir lieu. Alors, si les gens du GIEC ne racontent pas de bêtises, ils disent qu'on a 12 ans avant que se manifeste le dérèglement climatique. Y a-t-il une chance qu'on l'empêche? Je vous réponds franchement, non. Non, parce que les engagements des pays qui ont signé la COP21 conduisent à 3,5 degrés de réchauffement climatique. Donc de toute façon, l'affaire est perdue. Sauf si, hein, le sauf si, c'est se mettre quasiment dans une situation d'économie de guerre pour faire muter le système. Et c'est même pas sûr qu'on y arrive comme ça. Vous connaissez Pierre Laroutourou? Oui, oui. Son économie de guerre a levé 1000 milliards oui. Pour sauver le oui, climat. Oui, mais le texte qui m'a le plus intéressé, c'est celui de Pablo Servigne, et notamment son bouquin sur l'entraide, parce que j'ai trouvé que... Je ne crois pas que les livres... en tout cas, ceux qui arrivent jusqu'à moi, ils n'arrivent jamais jusqu'à moi innocemment. Il fallait qu'ils m'arrivent, donc il est arrivé à plein de gens en même temps. Et on en parle après si vous voulez, mais l'intérêt c'est de dire comment on fait quand on entre dans une période de crise avec la mentalité d'avant la crise. Si on entre dans la crise globale, totale, liée à l'effondrement de l'écosystème, avec les comportements égoïstes et de compétition libre et non faussée qui prévalent dans la période actuelle. Servigne lui-même dit si vous faites ça, la crise sera plus dure pour vous encore qu'elle ne devrait l'être. Alors, j'ai cité l'effondrement de l'écosystème. J'ai évoqué, j'ai pris l'exemple d'une sécheresse, mais on pourrait en prendre d'autres. Par exemple, les vagues exceptionnelles, c'était 20 mètres, il y a 30 ans de ça. Aujourd'hui, la vague exceptionnelle, c'est 40 mètres. Les vagues scélérates. Bon, vous pouvez imaginer que 90% du commerce mondial se faisant par la mer, et, virgule, petite incise, représentant une part infime des échanges en dollars du monde, je veux dire des échanges réels, des échanges qui ont lieu, les échanges réels sont la partie la plus faible. Bref, si vous imaginez que pour une raison ou pour une autre,
les océans deviennent moins praticables qu'ils le sont aujourd'hui par des navires qui sont de plus en plus longs. Et qui, si les choses continuent comme elles sont, seront de plus en plus larges. Ça peut faire sourire. Mais si on peut passer par le nord, il y a toutes sortes de chemins qui ne servent plus à rien. Notamment ceux qui passent par les grands canaux. Suez, etc. On peut passer ailleurs et autrement. Bon. Alors, le dérèglement peut avoir des conséquences de formes diverses et multiples. Après, il y a la deuxième grande menace, c'est évidemment la menace de la crise financière. Celle-là, elle est comme la menace sur l'écosystème. C'est une certitude que la crise aura lieu, la prochaine. Hein. Le système capitaliste n'a jamais été un système stable, contrairement à ce que laisse croire ces turiféraires. C'est un système qui a toujours fonctionné de crise en crise, parce qu'il est construit sur des contradictions qui produisent ces crises. La contradiction fondamentale, c'est le caractère social de la production et le caractère privé de l'appropriation, qui fait que toutes les crises sont des crises de surproduction. Alors après, on s'interroge sur en quoi consiste la surproduction. Elle peut consister simplement dans le fait qu'il n'y a pas de demande solvable. C'est-à-dire pour une parenthèse, vous êtes pour la croissance ou la décroissance ? Il va falloir qu'on s'entende sur les mots. Si la croissance, c'est la croissance du PIB comme on connaît aujourd'hui, honnêtement, on va passer à autre chose, quoi. C'est absurde. Creuser un trou puis le boucher 5 minutes après, ça augmente le PIB dans les deux cas. Ça ne sert strictement à rien. On peut s'interroger sur ce qu'on appelle des richesses. Quand on dit... partager les richesses ? Oui, alors partager les richesses, c'est une expression qu'on a pris dans les années 90-2000, parce que ça faisait plus soft que d'autres formules qui étaient un peu plus radicales. Bon, mais, pardon ? Comme les autres formules plus radicales. Exproprier, prendre. Qu'est-ce que je préfère dire, le partage des richesses, parce que bon, on entend le mot richesse, tout le monde, qui c'est qui les a produits ? Ah tiens, c'est les mêmes. Bon, vous le savez ça, le déséquilibre est de plus en plus grand. En 1986, vous travailliez 11 jours pour payer les dividendes. Hein, les salariés travaillaient pendant 11 jours. Aujourd'hui, 45 jours. Clairement, les uns ont tout pris et les autres ont eu ce qui restait. Ça, c'est pour parler des richesses, mais quand nous parlons de la crise financière qui menace, c'est évidemment un petit peu difficile à comprendre, parce qu'on va avoir une crise à cause de quelque chose qui n'existe pas, qui est une masse monétaire gigantesque que les Américains ont balancée dans le monde, en dollars, parce qu'ils sont le seul pays du monde qui appuie sur un bouton pour faire cracher du dollar à leur machine, et personne ne leur demande jamais la contrepartie matérielle. Par exemple, si vous, moi, et tous ceux qui sont dans cette pièce ou qui nous regardent, on avait notre, notre pile de dollars, hein, et puis on court aussitôt pour dire « Ah, moi j'y crois pas à ce truc-là, je vais acheter ». Il y aurait une inflation qui serait absolument gigantesque. Ça serait une inflation, je ne sais pas moi, peut-être... Au Venezuela 100 000%, tout s'effondrerait. On parlera après du Venezuela, ça ne peut pas être au détour d'une phrase, parce que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, parce que le Venezuela est un pays intéressant. Mais il y aurait une hyperinflation qui détruirait l'économie mondiale. J'ai lu de nombreux textes sur ce sujet, et surtout le plus intéressant, j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un très vieux livre, et le gars disait « Oh, vous faites du souci pour rien », parce que si tout le monde allait demander ses dollars dans les banques, le temps qu'on les imprime, il faudrait attendre, et dans cette attente, on pourrait faire autre chose. Ensuite, il disait une fois que, si on ne peut pas les imprimer tout de suite, on vous donnera des papiers sur lesquels il est écrit que vous avez droit, et donc ça sera à nouveau de la monnaie. Disons la chose suivante, une bulle gigantesque de monnaie sans contrepartie matérielle existe, elle flotte sur le monde. Vous pouvez donner un exemple pour que nos téléspectateurs comprennent la taille de cette bulle ? 4000 fois la production réelle.